Introduisons maintenant certaines notions concernant les systèmes temps réel. Alors, qu'est-ce qu'un système temps réel? Ben, c'est un système qui peut être matériel, on s'entend. Techniquement, ça n'aurait pas à être forcément un système informatique. Dans notre cas, ce sera évidemment le cas tout le temps, mais surtout qui est sujet à des contraintes de temps réel. Qu'est-ce qu'une contrainte de temps réel? Ben, c'est de devoir répondre, effectuer une action, déterminer, par exemple, quoi faire, en deçà d'une certaine période de temps, selon certains événements. Et donc, l'idée de temps réel est vraiment de dire, on n'a pas tout le temps qu'on veut. Et ce n'est pas seulement une question de l'utilisateur va trouver que c'est trop long, c'est une question de si la réponse arrive au-delà de cette période de temps-là, ben c'est trop tard. Un exemple très très stupide qu'on peut donner, ben c'est par exemple une automobile autonome, donc on peut voir avec les Tesla ou les Waymo par exemple. Eh bien, si l'ordre de freiner vient après la collision, rendu là, c'est trop tard. On a beau dire que c'était la bonne réponse, c'est trop tard. Pour être la bonne réponse, il faut non seulement que l'ordre soit bon, mais aussi qu'il soit donné avant une certaine période de temps critique. Un système temps réel, c'est donc quelque chose où est-ce que le temps réel, à savoir le temps de l'horloge, a de l'importance. Contrairement à la plupart des autres logiciels, où est-ce que oui, effectivement, on ne veut pas forcément prendre le plus de temps possible, mais au final, ce qu'on veut, c'est la bonne réponse à la fin, que ça prenne 1, 2 ou 5 secondes, n'est probablement pas si grave que ça. Et donc, un système temps réel, en général, va fonctionner sur différents aspects. Un des aspects peut être la collecte d'informations. Donc, on a besoin d'un capteur, ou en tout cas d'un système de capteurs qui va aller chercher une information, par exemple la vitesse de l'automobile, l'enregistrer et l'envoyer à un autre système. Encore une fois, ça, il faut le faire à intervalles réguliers. Oui, ok, on peut lire correctement la vitesse, mais ça ne sert à rien si pendant une heure, on décide d'arrêter de la lire parce qu'on fait autre chose. Pour que le système soit fonctionnel, il faut non seulement qu'on lise la vitesse de l'automobile, mais aussi qu'on le fasse à une fréquence très spécifique. Une autre capacité souvent d'un système temps réel, c'est d'agir sur son environnement. Donc, un contrôle robotique, par exemple. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il y a une composante temps réel là-dedans. Lorsqu'on doit agir sur l'environnement, ben, c'est qu'on contrôle quelque chose de réel et donc il faut agir dans un délai qui nous est imparti. Et finalement, différentes interactions humain-machine. Dans ce cas-là, le temps réel, c'est souvent que l'humain a soit une patience limitée, soit qu'une fois qu'on dépasse ce délai-là, de toute façon, l'humain va avoir pris sa décision sans avoir utilisé la machine. Par exemple, pour un contrôleur aérien, si un programme qui va déterminer l'ordre d'atterrissage des avions prend trop de temps à s'exécuter, le contrôleur n'aura pas le choix de simplement décider à la place du programme. Et donc, même si le programme a la bonne réponse ou une meilleure réponse que ce que l'humain a fait, c'est trop tard. Donc, ça, ce sont des fonctions fondamentales. C'est souvent dans ce genre d'environnement-là qu'un système temps réel est utilisé. Et donc, les exigences temporelles, en général, lorsqu'on parle d'interaction humain-machine, c'est quand même assez facile à respecter. Ça ne veut pas dire que c'est trivial. On va le voir, par exemple, dans un des laboratoires où est-ce qu'on va essayer de faire la vidéo qui est assez fluide. Mais il reste que le temps de réaction d'un humain est tellement lent par rapport au temps de traitement d'un processeur, même très bas de gamme, qu'en général, ce genre d'exigence-là, ça va. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on parle d'une boucle de contrôle. Donc, quelque chose où est-ce qu'on doit agir sur notre environnement et où est-ce que là, parfois, les exigences temporelles peuvent être du domaine de la milliseconde, voire de la microseconde. Là, c'est beaucoup plus contraignant. On est beaucoup plus proche de la vitesse de traitement des processeurs et il faut faire beaucoup plus attention. Et donc, un exemple très simple de système avec boucle de contrôle, c'est qu'on a une cuve qui contient un liquide et les capteurs nous donnent finalement la température de la cuve et la quantité de vapeur qui s'en échappe. Et ce qu'on veut, en fait, c'est avoir une quantité de vapeur constante au fil du temps. Donc, on veut chauffer assez, mais pas trop pour pas que ça explose. Et en même temps, on veut s'assurer que la vapeur reste constante pour que ce qui utilise cette vapeur-là ne soit pas en problème plus loin dans la chaîne. Et ce à quoi on a accès, on a accès donc à chauffer plus ou moins la cuve et un actuateur qui permet de plus ou moins ouvrir pour contrôler le débit de vapeur. Et une chose qui est importante dans ce genre de situation-là, c'est de considérer non seulement le délai de traitement moyen, de dire en moyenne, je suis capable de prendre une décision en 100 millisecondes, par exemple, mais aussi la variabilité de ce délai-là. Donc, on appelle ça le jitter, c'est-à-dire à quel point est-ce que, finalement, l'écart type de ce délai-là. Est-ce que c'est 100 millisecondes plus ou moins 0,1 milliseconde, auquel cas on peut dire,
on est pas mal toujours certain de répondre aux contraintes, ou c'est 100 millisecondes, plus ou moins 4 secondes. Donc, une fois tous les, je sais pas, 24 heures, Windows Update s'exécute, puis là, on a 1 heure de délai avant que l'action soit faite. Ben là, le jitter va être très grand. C'est probablement pas une bonne idée de mettre Windows sur un système temps réel, soit dit en passant. Ne me citez pas là-dessus. Mais c'est un exemple pour dire, parfois, même si c'est un événement assez rare, s'il a une grande influence sur le délai de traitement, il peut vraiment augmenter la variabilité de ce délai-là. Et même si ce n'est pas un événement aussi caricatural que ça, s'il y a par exemple un changement de processus, des choses comme ça, qui peuvent faire en sorte que ces 100 millisecondes, plus ou moins 60-70 millisecondes, ben là, ça peut quand même déjà devenir un peu tannant. Donc, c'est important de ne pas uniquement considérer le délai moyen, mais aussi leur variabilité qu'on appelle jitter. En plus de ça, non seulement c'est un problème pour les actions, mais c'est aussi un problème pour la mesure. Donc, si on pense qu'on a mesuré au temps t, mais qu'en fait, à cause de cette variabilité-là, on a mesuré au temps t plus 2 secondes, peut-être que ça ne change rien, mais peut-être que finalement, là, la mesure n'est plus très bonne. Encore une fois, un exemple simple peut être le régulateur de vitesse ou cruise control sur des automobiles. Si par exemple la vitesse de l'automobile descend et qu'on pense qu'on a mesuré une valeur à un certain temps, on se dit « Ah, on est tout juste en dessous, ça va ». Mais si en fait cette mesure-là date d'il y a 2 secondes, probablement que la vitesse est encore plus basse maintenant et donc que le contrôle qu'on opère sur la vitesse n'est plus bon. Donc c'est un exemple ici. Non seulement le jitter peut être un problème pour les actions qu'on fait, mais également pour les mesures qu'on prend. Et donc, ça nous amène à la distinction entre un temps réel dur et un temps réel doux. Un système temps réel dur est un système qui doit toujours produire le résultat attendu au moment approprié. Si par exemple, on a 100 millisecondes pour répondre à une requête, on ne peut pas se permettre, même une fois dans la vie de l'univers, de prendre 101 millisecondes. Tout dépassement est un échec total pour le système. À l'opposé, un système temps réel doux est un système qui est plus permissif. À savoir, on voudrait qu'en moyenne, et si possible avec pas trop de variabilité, on prenne 100 millisecondes pour prendre cette décision-là, mais on est prêt à tolérer quelques variabilités. Un exemple classique de temps réel doux, c'est la vidéo ou l'audio. Donc, on veut par exemple avoir 30 images par seconde, que ce soit pour un jeu vidéo ou pour lire une vidéo, mais même si pendant une seconde, on a 28 images par seconde, probablement que l'humain ne remarquera pas vraiment. Donc, on veut en moyenne quand même avoir ça. On ne peut pas se ramasser à 2 images par seconde, ça va vraiment se voir. Mais on peut tolérer certains manquements. Contrairement au temps réel dur, où est-ce que là, je suis désolé, mais il fallait que tu me répondes en 100 millisecondes. Si c'est pas répondu, l'avion se crache, puis c'est tout. Là, tout ce que tu ferais dans le futur n'a plus d'importance, sachant que les échéances sont à ce point-là strictes. En général, justement, le temps réel dur, les échéances, donc le temps qu'on a pour produire les résultats, est assez court. C'est rare qu'on ait un temps réel dur avec 40 secondes de délai. La plupart du temps, c'est dans les boucles de contrôle, donc on a assez peu de temps. Le temps réel doux, à l'opposé, va être souvent des échéances un peu plus longues et certains manquements d'échéance peuvent être tolérés s'ils sont occasionnels et qu'ils ne sont pas extrêmes. Et donc, le temps réel dur doit fonctionner dans toutes les conditions d'opération. Donc, même si le système est chargé au maximum, à savoir, là, on a un système qui utilise toute la capacité de traitement dont il est capable par design, on doit pouvoir prévoir que malgré tout, on respecte ces échéances strictes-là, alors qu'un temps réel doux, on pourrait accepter que, par exemple, un routeur, s'il y a, je sais pas moi, 120 appareils qui se connectent en même temps au routeur, ça se peut qu'il y ait une dégradation, il va faire ce qu'il peut, mais globalement, dans le cas d'utilisation moyen, il va respecter les contraintes. La cadence de contrôle, encore une fois, c'est une autre façon de le formuler, c'est-à-dire que le temps réel dur, c'est pas lui qui décide quand est-ce qu'il donne ses résultats ou quand est-ce qu'il prend ses mesures. C'est l'environnement, la façon, le design, la conception qu'on en a fait qui détermine quelle est cette cadence-là. Le temps réel doux, dicté par l'ordinateur, c'est peut-être un peu exagéré à ce niveau-là, mais il reste que le système embarqué a un peu plus de latitude pour déterminer, là, celui-là, je vais le manquer, mais je le reprendrai au prochain. En général, les temps réels durs sont appliqués à des éléments qui sont critiques, donc qui ont liés à de la sécurité, alors que le temps réel doux, ça peut ressembler à ça, quand même que quand je pèse sur l'éléphant, ça prend 0,5 secondes avant de faire le bruit d'un éléphant. Ah, je l'ai mis à off. Dommage. Par exemple. C'est probablement pas très grave. Je pense que mon fils va s'en remettre. Donc, ce n'est pas critique.
La taille des fichiers de données, en général, le temps réel dur va fonctionner sur des plus petites quantités de données, tout simplement parce qu'encore une fois, il y a des contraintes, donc il ne peut pas se permettre d'avoir des tailles variables. Quand on dit fichier de données, ça peut être seulement la source de données, c'est pas forcément un fichier sur le disque dur, mais ça peut être la quantité de données qu'il doit traiter à chaque fois. En général, un temps réel dur va traiter de petites quantités de données, mais un temps prévisible, alors qu'un temps réel doux, lui, on peut dire, par exemple, un système d'IA, ça va être une grande quantité de données, mais qu'on va traiter avec un peu moins de fiabilité. Et la redondance dans un système temps réel dur, souvent, va être active, c'est-à-dire qu'on va littéralement avoir plusieurs systèmes en parallèle au cas où. Par exemple, pour donner un exemple, dans les navettes spatiales, il y avait 3 systèmes qui calculaient la même chose avec des programmes différents. Donc, pour être vraiment sûr qu'il ne puisse pas avoir le même bug qui se produise en même temps dans ces 3 systèmes-là. Et en cas de désagrément, mais de désaccord entre les différents systèmes, c'était un vote, tout simplement. Donc, si 2 systèmes votaient pour une chose, le 3e n'était pas d'accord, c'est les 2 systèmes qui gagnaient. S'il y en a un qui tombait inactif, donc pour une raison ou une autre, panne, les autres pouvaient prendre le relais quand même, ça ne faisait pas en sorte que la navette spatiale allait se cracher dans l'océan. Elle se crachait pour d'autres raisons. Mais ce n'était pas les systèmes embarqués. Le temps réel doux, souvent, on va être un peu plus laxiste, à savoir que ça coûte quand même cher avoir de la redondance matérielle comme ça. On va utiliser ce qu'on appelle du checkpointing, c'est-à-dire on va sauvegarder des états et s'il y a un crash ou un problème, on va revenir à l'état où est-ce qu'on était. La fréquence de ces checkpointings-là va dépendre de l'application qu'on a. Et l'intégrité des données, encore une fois, pour le temps réel dur, en général, c'est à court terme qu'elle est très importante. Donc, on veut vraiment quelque chose qui, sur le moment où il prend la décision, on sait qu'il travaille sur des bonnes données. On ne veut pas faire comme Boeing avec le Boeing 737 MAX, par exemple. Le temps réel doux, souvent, l'intégrité va être plus importante à long terme. Donc, la vidéo que j'ai enregistrée de mon fils qui pèse sur le bouton d'éléphant 152 fois, ça, à la limite, quand même, qu'il y a une trame qui n'est pas parfaite, c'est probablement moins grave. Ce que je veux, c'est que le fichier vidéo lui-même ne soit pas corrompu au complet. Et finalement, la détection d'erreurs, le temps réel dur va détecter souvent de manière autonome ces erreurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que ça soit fait dans quelques millisecondes. Ça serait difficile de demander à l'utilisateur de réagir en quelques millisecondes, voire microsecondes. Donc, il doit avoir une détection d'erreurs autonome, comprendre, OK, ce capteur-là ne fonctionne plus, je dois changer de source de capteur ou changer de source de traitement. Alors que le temps réel doux, souvent, va être assisté par l'usager. Quoique, encore une fois, il peut aussi avoir certaines capacités autonomes, mais ça peut être l'usager simplement qui s'aperçoit, OK, ça ne fonctionne plus ça, et qui demande de passer sur un autre, par exemple, de redémarrer le système, par exemple. Et donc, ça nous amène à la question de fiabilité, la sûreté de fonctionnement, qui peut être très important dans beaucoup de systèmes, et même quand ce ne sont pas des systèmes critiques. Si on pense, par exemple, à nos électroménagers, on veut quand même qu'il y ait une certaine fiabilité. J'aimerais ça pour faire réparer mon lave-vaisselle toutes les 2 semaines parce que le microcontrôleur a décidé qu'il ne voulait plus fonctionner. Donc, même dans des éléments qui ne sont pas, encore une fois, des engins spatiaux, la fiabilité des systèmes embarqués est très importante parce qu'en général, réparer un système embarqué, c'est plutôt tannant. Donc, qu'est-ce que c'est la fiabilité? Une définition stricte de ça, c'est la probabilité qu'un système offre un service jusqu'au temps T, sachant qu'il fonctionne à un temps T0. La sûreté, elle, c'est la fiabilité d'un système lorsque quelque chose se passe. À savoir que s'il y a un problème, on peut avoir une faute bénigne, à savoir qui peut être réparée, que ce soit par redondance, ou en tout cas qui ne concerne que ce système-là. Donc, le système se met hors ligne, mais au moins est capable de savoir qu'il y a une faute et n'envoie pas des données fautives à d'autres systèmes. Ou une faute maligne qui, elle, mène à un état d'échec critique. Par exemple, la laveuse qui se mettrait à faire couler de l'eau sans arrêt, ça serait une faute maligne, au sens, là, c'est pas juste une question que faut que je répare ma laveuse, c'est qu'il faut que je vide de l'eau de mon sous-sol. Donc, il y a une différence quand même en cas d'échec, on considère la fiabilité en fonction de qu'est-ce qui se passe en cas d'échec. Est-ce qu'on peut garantir qu'au moins en cas d'échec, toutes les vannes d'eau, pour reprendre l'exemple de la laveuse, vont être fermées, et l'électricité aussi va être fermée. Au moins, comme ça, on sait qu'il n'y aura pas d'incendie ou d'inondation causée par cette faute-là. C'est déjà mieux que de dire, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. La maintenabilité, elle, c'est une fois qu'une faute bénigne s'est produite, donc par exemple ma laveuse, dit non, erreur, je ne veux plus laver, dommage, je fais ça à la main. Combien de temps ça prend pour réparer un système? Combien de temps ça prend pour que le technicien vienne chez nous? Quand c'est des gens comme moi, c'est probablement moins grave, mais quand on parle d'une industrie où est-ce que toute heure d'attente peut coûter millions de dollars, la maintenabilité est assez importante. Et la disponibilité, elle, c'est la fraction du temps où le système est en service, donc quelle proportion du temps on n'est pas en panne.
Et ça nous amène à définir trois éléments qui sont en anglais là-dessus. Donc le MTBF, MTTF et MTTR. Le MTTR concerne la maintenabilité, Main Time to Repair, donc le temps moyen avant réparation. C'est combien de temps ça prend en moyenne pour réparer une panne. Le MTTF, Mean Time to Failure, c'est une fois réparé ou à la limite en partant de l'état initial fonctionnel, combien de temps en moyenne ce système-là va fonctionner avant d'arriver à une panne. Ça, c'est le MTTF. Et le MTBF, Mean Time Between Failures, c'est-à-dire combien de temps en incluant le temps de la panne, on va passer entre deux pannes successives. Donc, entre le moment où une première panne arrive et le moment où une seconde panne arrive, combien de temps on va passer là-dessus. Et ça va être très utilisé si vous regardez même dans des appareils là, grand public comme des disques durs, ils vont fournir ce genre d'informations-là. Peut-être pas le MTTR, mais le MTTF ou le MTBF, parce que ça peut être très important. Juste une chose, on va en parler plus dans le module sur la fiabilité, mais faites attention au fait, c'est une moyenne, mais ce n'est pas une moyenne de distribution gaussienne. Et donc, même si on parle, par exemple, de 10 millions d'heures de MTTF, ben, ça ne signifie pas forcément que la probabilité au temps zéro est à peu près nulle. Parce que souvent, c'est une distribution exponentielle décroissante qui peut avoir une moyenne très longue parce qu'il y a certains de ces périphériques-là qui vont durer, je ne sais pas moi, 100 millions d'heures, 200 millions d'heures, mais comme ce n'est pas une gaussienne, il peut quand même y avoir des pannes très proches du début de vie de ces appareils-là. Donc, on va en discuter plus dans ce module-là. Pour l'instant, retenez ces définitions importantes-là, à savoir le MTTF, le Mean Time to Failure, qui finalement dit à quel point le fabricant de ce système-là nous dit qu'il est fiable ou pas. Et finalement, bon, la sécurité là-dessus, qui est un peu à part de la fiabilité, mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut garantir l'authenticité de cette information-là, l'intégrité, donc il n'y aura pas, par exemple, un bit qui va flipper dans notre mémoire et faire en sorte que les données qu'on envoie ne sont pas celles qu'on a réellement captées, et aussi la capacité à prévenir les accès autorisés. Pour être franc, on n'en parlera pas beaucoup dans le cours, mais dans certains systèmes, par exemple, des systèmes d'alarme, ça peut être important. Et donc, comment est-ce qu'on gère les défaillances? Bien, avec un temps réel dur, il y a des états sûrs qui doivent être identifiés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est qu'on va s'assurer que le système est capable de détecter un échec et tout de suite se mettre en protection. Par exemple, démarrer une autre unité ou simplement signaler qu'il n'est plus capable de remplir les contraintes pour permettre au système globalement de rester fonctionnel. Donc, on appelle ça un système fail-safe. Encore une fois, ce genre d'état sûr, ça peut être, comme je le disais avec ma laveuse, de fermer toutes les vannes, de s'assurer qu'au moins il n'y aura pas de catastrophe. Peut-être que le système ne marchera pas, mais au moins il n'y aura pas de catastrophe. Et comme on le dit, ben, il doit être capable aussi de détecter qu'il est en erreur, parce que ça peut être subtil aussi. C'est une chose de dire, s'il y a une erreur, je vais faire ça, mais est-ce que tu es capable de bien détecter qu'il y a une erreur? Ben, il doit avoir une probabilité de détecter cette erreur-là proche de 1, donc très très élevée. Et dans certaines circonstances, ben, on dit qu'un état sûr ne peut pas être atteint. L'exemple classique, c'est le système de contrôle de vol d'un avion. On ne peut pas juste dire « Ah, ben, c'est correct, on va arrêter de bouger les ailerons puis on va espérer que ça aille bien. » Non, l'avion vole. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle du fail operational, c'est-à-dire qu'on doit rester opérationnel en offrant un niveau de service minimal. Pour donner un exemple sur les avions Airbus, il y a ce qu'ils appellent différentes lois, c'est la façon dont ils appellent ça, qui vont de l'assistance complète au pilote à peu près plus rien. À savoir, tout ce qu'on fait, c'est transmettre les commandes que tu fais aux ailerons, mais il n'y a plus de protection, par exemple, pour que l'avion ne penche pas trop, ne pique pas trop. Il n'y a plus rien là-dessus, mais au moins, tu peux continuer à piloter l'avion. Donc, il est quand même opérationnel en cas de défaillance, même si la plupart des ordinateurs de bord, pour une raison ou une autre, court-circuitent et ne fonctionnent plus, le pilote peut encore faire voler l'avion, même avec un système très dégradé. Donc, au moins, ça permet d'éviter les catastrophes, plutôt que simplement dire on se met en sécurité, on ne touche plus aux ailerons. Ça va être compliqué d'atterrir dans ce cas-là. Et d'autres caractéristiques du temps réel, ben là, on revient à la différence entre temps réel dur et temps réel doux. Donc, la différence entre une réponse garantie et temps réel, ben, c'est que la réponse garantie, c'est qu'on garantit qu'on va le faire. Et le meilleur effort, c'est un peu comme un ado. On promet qu'on va le faire à peu près, mais on n'a pas de garantie formelle que ça va toujours être le cas. Et donc, souvent, les systèmes temps réel dur vont être même prouvés analytiquement. Donc, on va être capable de démontrer que, en toutes circonstances, autre que vraiment là, une météorite tombe sur le système, là, en toutes circonstances, on va être capable de répondre dans le meilleur moment. Sinon, on appelle ça du best effort, même si, par expérimentation, on voit que ça a l'air d'assez bien marcher et de ne jamais dépasser les échéances.
Normalement, pour vraiment un système temps réel qui est très critique, on va demander une réponse analytique, à savoir une démonstration de la chose. Et il y a deux types de contrôle possibles pour les systèmes temps réel. Des systèmes de contrôle activés par le temps, donc c'est une horloge interne ou externe, mais en tout cas qui est régulière et on doit faire telle activité à tous ces intervalles de temps-là, ou un système de contrôle activé par un événement, donc il se passe quelque chose et ça déclenche une tâche. Les activations par événement sont plus communes, mais sont aussi plus difficiles parce que souvent on ne sait pas à quelle fréquence vont arriver des événements. Donc on peut savoir en moyenne, par exemple qu'en moyenne ça arrive 100 fois par seconde, mais ça se peut qu'une seconde ça arrive 102 fois, une autre seconde 98 fois, et ainsi de suite. Donc ça va requérir, comme on va le voir, un ordonnancement dynamique des différentes tâches pour être capable de quand même garantir une réponse dans les temps impartis. Et donc, un exemple qu'on a donné ici, mais qui est très simple, c'est pour un bouton d'appel d'un ascenseur. Donc, on peut avoir un contrôle activé par le temps, à savoir le microprocesseur se réveille à intervalles réguliers pour lire les boutons, pour simplement savoir si quelqu'un a appuyé, ou un contrôle activé par un événement, qui est une interruption, lorsque dès qu'on appuie sur un bouton, on génère cette interruption-là et qui arrive au système. Un autre exemple de contrôle activé par le temps pourrait être encore une fois un capteur qui doit simplement lire à une fréquence très précise. Ça, c'est un contrôle activé par le temps. Un contrôle activé par un événement peut être, par exemple, si on a une cuve, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, où est-ce que dès que le niveau atteint un certain seuil, on doit prendre une action, bien ça, c'est un contrôle activé par un événement. Ça se peut qu'on passe 2 jours sans le faire et qu'après, dans la journée d'après, on ait 10 alertes de ce genre-là. Donc, c'est deux types de programmation qu'il faut considérer lorsqu'on fait des systèmes temps réel. Donc, ça conclut ce sous-module-là. Dans le prochain sous-module, on va parler des systèmes embarqués et des systèmes d'exploitation qui leur sont associés.